Bien, bonjour. Bonjour donc pour ce troisième cours de cette série sur l'auto-immunité. Donc le sujet de mon cours, comme vous pouvez le lire sur cette diapositive, sera de discuter des mécanismes de tolérance dites centrales et dites périphériques. On va bien sûr s'expliquer dans les minutes qui viennent. Tolérance à quoi? Naturellement, tolérance à l'égard des antigènes du soi. Donc il fait que, normalement, physiologiquement, nous ne sommes pas en permanence en train de lutter contre une maladie auto-immune, heureusement. Et donc vous allez voir qu'il existe des mécanismes centraux et périphériques. Donc la réponse à cette question, ce n'est pas central ou périphérique, c'est central et périphérique. Et c'est encore plus compliqué que ça. En fait, on verra ça pour la prochaine fois. Ça, c'est juste pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine. On continuera cette discussion. Et le séminaire qui va suivre va être donné par quelqu'un, Eric Meffre, qui s'intéresse également à ces questions de tolérance centrale et périphérique, mais moi je vais vous parler essentiellement, si ce n'est exclusivement, de lymphocyte T, et lui il va vous parler de lymphocyte B, mais très fondamentalement, les questions sont les mêmes, vous verrez, ça va se recouper très très certainement, en tous les cas dans les questions posées, et même dans la manière d'aborder ces questions. Donc le plan, la première partie, la tolérance centrale, mais ne croyez pas qu'on va parler que de tolérance centrale aujourd'hui, en principe je dois arriver à vous parler de tolérance centrale et périphérique, dans l'heure et demie qui viennent. Donc pour la première partie centrale, ça veut dire que c'est la façon de contrôler les lymphocytes T autoréactifs, réactifs contre les antigènes du soi, au niveau central, c'est-à-dire en fait pendant leur développement, et comme vous le savez, le développement des lymphocytes T, ça se passe dans le thymus, donc ce dont on va parler ici concerne essentiellement le thymus, l'organe de différenciation des lymphocytes T. Donc je vais vous reparler, ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises et que je vais continuer à faire, du modèle que constituent les maladies monogéniques pour étudier ces questions, et pour aborder la problématique de cette tolérance centrale qui repose sur un concept de sélection dite négative, on va voir ça, une pathologie, APCED, une molécule, R, il y a un lien entre les deux, et une série de questions concernant R, comment ça marche, et est-ce qu'il n'y a que cette protéine R qui soit impliquée dans ce processus de tolérance centrale. Pour réillustrer la problématique qui est un abord sous un angle très particulier, et sûrement pas généralisable, de l'auto-immunité, c'est l'approche des maladies auto-immunes. Juste pour vous donner un ordre d'idée que je ne parle pas tout à fait dans l'air, si on prend une observation ici faite sur un peu plus de 2000 malades qui vivent en France avec ce qu'on appelle un déficit immunitaire, c'est une maladie monogénique qui fait que leur système immunitaire ne fonctionne pas bien, de façon extrêmement variable. Ce n'est pas le sujet de l'exposer ici. 2159 malades. Et si on s'interroge de savoir, parmi les manifestations cliniques, biologiques, de leur déficit immunitaire, combien d'entre eux ont une maladie auto-immune? Vous pouvez lire facilement que 28% d'entre eux, donc c'est assez considérable. 28% de ces 2159 patients ont développé une ou plusieurs maladies auto-immunes. Et si on cherche à savoir quelle maladie auto-immune, c'est simple, c'est à peu près toutes les maladies auto-immunes qui existent. Vous voyez, 820 manifestations auto-immunes chez 562 patients. On ne va pas lister toutes les catégories de maladies ici, ça n'a pas en soi un intérêt. Juste une remarque, qui est une question d'ailleurs qu'on pourra peut-être poser tout à l'heure à Eric Meffre, c'est que là, vous voyez une prédominance très, très spectaculaire de maladies auto-immunes que j'ai appelées des cytopénies, la première ligne. Cytopénie, ça veut dire en fait déficit des globules sanguins. Donc ce sont des patients qui ont soit des thrombopénies auto-immunes, c'est-à-dire qui détruisent leurs plaquettes, et ce sont des maladies par auto-anticorps, donc la question est pertinente pour Eric Meffre. Donc thrombopénie auto-immune, ou bien neutropénie auto-immune, c'est la destruction des polynucléaires, ou bien anémie hémolytique auto-immune, la destruction des globules rouges. Vous voyez que c'est 264 malades, 32%, c'est énorme. Et en fait, si on calcule le risque relatif de développer une cytopénie auto-immune, si on est atteint d'un déficit immunitaire par rapport à la population générale, le risque est multiplié par 120, ce qui est absolument considérable. Vous avez 120 fois plus de risque d'avoir ce type de manifestation si vous avez un tel ou tel type de déficit immunitaire que vous et moi, si on fait l'hypothèse que nous n'avons pas de déficit immunitaire, je l'espère. Et donc, c'est en soi, rien que cette observation développe immédiatement des questions auxquelles il n'y a pas la réponse aujourd'hui, mais c'est un sujet qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est d'essayer de comprendre comment se fait-il que donc, telle ou telle maladie génétique prédispose d'une façon aussi exacerbée à ces cytopénies auto-immunes, et peut-être on pourra en discuter avec Eric tout à l'heure. Bref, plein d'autres pathologies auto-immunes, 38 types, enfin bref. Juste pour dire que nous avons là des modèles exceptionnels, maladies rares, mais qui permettent d'aborder les questions de l'auto-immunité sous différents axes. Je viens d'en évoquer un dont je ne vais pas reparler dans l'immédiat, mais aussi donc, des différents mécanismes qui peuvent être déficients, que l'on rencontre dans un déficit immunitaire et qui provoquent une maladie auto-immune.
Donc ceci, cette diapo, vous l'avez déjà vue et vous la verrez encore un certain nombre de fois pendant la série de cours cette année. L'idée est donc que ces maladies auto-immunes monogéniques sont rares, mais qu'un variant unique causal peut donner une idée sur un mécanisme. Et j'ai déjà évoqué avec vous l'idée qu'il y a 5 mécanismes connus à ce jour, il y en a peut-être d'autres. Ceux qui sont rayés en gris clair sont des mécanismes dont on a déjà parlé. Donc pour mémoire, c'était la semaine dernière, le contexte de production excessive d'interférons de type 1, associés notamment, mais pas exclusivement, des maladies lupiques. On a parlé, il y a la fois d'avant encore, vous avez eu un séminaire de Frédéric Rueloka sur le rôle de l'apoptose lymphocytaire dans le contrôle de l'auto-immunité. Et dans l'immédiat, on va parler de ce qui est sur la première ligne. Ce qui suit, ça sera pour ou cette fois-ci ou une autre fois, qui sont la problématique de la sélection négative des précurseurs lymphocytaires, la tolérance dite centrale. Et je reviens pour la énième fois sur une notion importante, c'est que ces 5 mécanismes évoqués ici sont non redondants, donc on a besoin de ces 5 mécanismes pour ne pas être atteint d'une maladie auto-immune, et il suffit donc par définition qu'un des 5 soit défaillant pour que le risque soit très élevé de développer une maladie auto-immune, ce qui n'est pas la même situation lorsqu'on regarde l'immunité sous l'angle physiologique, c'est l'immunité anti-infectieuse, ce qui est probablement un point dont on discutera l'année prochaine, mais on verra ça plus tard. Donc le principe de la sélection négative, c'est assez simple. Ici, c'est un rappel de base de l'immunité adaptative. En haut, une diapo que vous avez déjà vue plusieurs fois. C'est juste pour remettre, si nécessaire, les choses en tête. Donc, on parle de lymphocytes T et B. Ces lymphocytes se différencient. Donc, pour les lymphocytes, ça se passe dans le thymus. Et comme vous savez, il y a une étape importante qui est le réarrangement, le bricolage génétique des gènes qui codent pour les récepteurs pour l'antigène, qui fait que chaque lymphocyte, schématiquement, exprime ensuite à sa surface une protéine un peu différente. Vous voyez, les petits dessins sont différents, il n'y en a pas 4, il y en a beaucoup plus. Donc c'est le répertoire des lymphocytes T. Et là-dedans, on va le discuter dans un instant, il y a des lymphocytes auto-immuns, des lymphocytes T pas auto-immuns, et c'est la même chose pour le lymphocyte B. Et donc, en termes de fonction effectrice, lorsqu'ils rencontrent leur antigène, la petite boule rouge, en simplifiant ici, en fait, pour les lymphocytes T, un peptide présenté par les molécules d'histocompatibilité, ces cellules s'activent, s'expandent, exercent des fonctions effectrices, contrôlent une infection, on l'espère. La plupart de ces cellules meurent, quelques cellules mémoire qui peuvent être ensuite réactivées rapidement si nécessaire. Ça, c'est le schéma général, énième rappel sur l'immunité adaptative. La tolérance centrale, on peut la schématiser ainsi, même scénario, de cellules souches qui se différencient en toute une série de lymphocytes précurseurs de cellules matures, donc qui expriment un récepteur différent à leur surface et de façon schématique, parce que ce qui est écrit ici est strictement pas tout à fait exact, mais ça permet de comprendre. Il y a 4 hypothèses ici, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Ce lymphocyte numéro 1 ici, qui a ce récepteur-là, on va dire qu'il reconnaît un peptide X, et que ce X est par exemple une séquence qui est présente dans le virus de la grippe, donc un lymphocyte susceptible d'être secondairement, lorsqu'il aura migré en périphérie et être activé, d'être impliqué dans une réponse immune contre le virus de la grippe. Celui-là, c'est Y, mettons que c'est un peptide, il reconnaît Y, un peptide issu du staphylocoque, donc il peut être impliqué dans une réponse immune contre le staphylocoque. Donc ce sont en première approximation, ce n'est pas tout à fait exact, mais encore une fois, c'est didactique pour l'instant. Les lymphocytes ici sont spécifiques du peptide de non-soi, virus de la grippe, staphylocoque. Le troisième et le quatrième, autre lymphocyte T, donc qui s'est différencié dans le thymus, il se trouve qu'ils reconnaissent un peptide, ici avec une affinité moyenne, ici avec une affinité plus élevée, qui est un peptide du soi, un fragment de l'insuline, un fragment d'une protéine de la surface des globules rouges, etc., du foie, enfin, tout ce que vous voulez. Et dans la pratique, la notion de tolérance centrale et de sélection négative, c'est d'arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire que ces cellules vont disparaître, schématiquement. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais le concept de base est celui-là. La tolérance centrale, c'est le contrôle au niveau du thymus pour les lymphocytes T, au niveau de la moelle osseuse pour les lymphocytes B, ça fonctionne en parallèle, et encore une fois, Eric Meffre en parlera tout à l'heure, et qui est la délétion, la mort de ces cellules qui ont une affinité, en tous les cas, importante, au moins la 4e cellule, ici, ça c'est vraiment exact, va mourir au cours de la différenciation intrathymique, ne sera pas capable de migrer en périphérie et d'exercer une auto-immunité dangereuse. C'est ce phénomène-là qu'on va étudier en détail dans les minutes qui viennent. Alors, on peut essayer maintenant de commencer à compliquer un tout petit peu les choses. On peut représenter ainsi le devenir des lymphocytes T qui sont générés dans le thymus. Vous avez ici une échelle qui indique en abscisse l'affinité pour l'antigène couplée au complexe majeur d'histocompatibilité. Donc plus on va à droite, plus les lymphocytes, les clones de lymphocytes T ont une affinité élevée pour un antigène.
Et ici, en ordonnée, on mesure l'expansion, c'est-à-dire la capacité des cellules de proliférer, ou à l'inverse de mourir. Dans ce cas-là, ça chute. Et il se trouve que les événements, en plus géographiquement, ensuite sont séparés, anatomiquement plutôt sont séparés. C'est-à-dire qu'il y a une phase dite de sélection positive, c'est-à-dire qu'à peu près tous les lymphocytes s'expandent. On va y revenir dans un instant. Et ça se passe dans la partie périphérique du thymus, le cortex, et que la phase éventuelle de disparition d'un certain nombre de lymphocytes se passe dans la médullaire, on y reviendra ensuite, et cela est impliqué à la fois les cellules dendritiques et d'autres cellules épithéliales, et c'est la partie centrale, la médullaire. Donc si on considère les différentes populations lymphocytaires T, si on considère leur affinité pour des antigènes du soi, ça varie entre 0, ici, si on considère que je parle d'affinité pour l'antigène du soi maintenant, et une affinité extrêmement élevée, tout à fait à droite. Quand l'affinité pour les antigènes du soi est extrêmement faible, ces lymphocytes ne sont pas capables de s'expandre, parce qu'il y a une première phase donc, de sélection positive, d'expansion des précurseurs, qui se fait en fait par une reconnaissance à affinité relativement faible d'antigènes du soi. Donc cette phase-là, enfin plus exactement, les lymphocytes qui ont une affinité faible pour de très très faibles antigènes du soi, sont en situation d'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent rien. Et en ne reconnaissant rien, en fait, ils sont programmés pour mourir. C'est une façon, si on parle en termes finalistes, ce qui est jamais très bien en biologie, de dire que c'est une façon d'éliminer l'inutile, les cellules inutiles. Parce qu'en fait, ces cellules qui ne sont pas capables de reconnaître avec une faible affinité les antigènes du soi ne reconnaissent pas non plus l'antigène exogène. Ensuite, il y a une population de cellules qui ont une affinité croissante et suffisante à l'égard d'auto-antigène et du CMH pour qu'elles s'expandent. Et ensuite, on arrive à la catégorie de droite des cellules qui ont la plus haute affinité pour l'antigène. Et vous voyez que celles-là, eh bien, elles ont une grande probabilité de mourir. Donc l'expansion de ces cellules n'existe pas. Elle arrive à zéro, elles disparaissent. Et donc ce sont ces cellules qui sont sélectionnées négativement. Autrement dit, et on peut le montrer, vous allez le voir dans un instant, de façon tout petit peu schématique, plus forte est l'affinité d'un récepteur T pour l'antigène pour un antigène du soi présenté par une molécule d'histocompatibilité, plus grande est la probabilité que ce lymphocyte T meure dans le thymus et donc soit incapable de migrer en périphérie et de réagir contre les antigènes du soi. Okay, donc c'est une façon un peu plus compliquée de vous raconter la disparition des cellules qui sont ici et que celles qui ont une forte affinité notamment disparaissent. Alors, une des étapes importantes qui a été dans l'initiation du processus qui permet de comprendre aujourd'hui à peu près bien comment fonctionne cette sélection négative, on va voir, ça a été la description d'une maladie. Donc je reviens au concept initial de cet exposé, mais aussi d'autres exposés que j'ai déjà faits. Qu'il existe une maladie monogénique rare, donc monogénique mutation d'un seul gène, qui a été décrite initialement en Finlande, où elle est un peu moins rare que dans d'autres contrées. Vous pouvez lire qu'elle touche un enfant sur 25 000 à la naissance en Finlande. C'est-à-dire que la Finlande, les habitants de la Finlande sont une population génétiquement relativement homogène, parce qu'elle a été au cours de l'histoire assez isolée, contrairement à la France, qui est un brassage de populations beaucoup plus diverses, donc ce qui a concentré quelques mutations de gènes. Et donc en France, vous voyez qu'elle est extrêmement rare, c'est moins d'une personne sur 200 000. Maladie autosomique récessive, c'est-à-dire que les deux allèles du même gène sont touchés. Et cette maladie qu'on appelle APCED ou APS, ça veut dire auto-immune polyendocrinopathie, candidose, dysplasie ectodermique. Donc, il y a le mot auto-immun, donc on voit bien qu'on parle de maladie auto-immune. Polyendocrinopathie, vous pouvez le lire sur le détail des manifestations cliniques qui sont en dessous, signifie que les organes cibles de l'auto-immunité sont souvent les organes endocriniens, pas exclusivement. Curieusement, il y a des infections, mais on va voir dans un instant que cette infection est d'origine auto-immune, ce qui peut être surprenant, et aussi des anomalies de l'ectoderme, mais c'est moins important. Donc les symptômes principaux de cette maladie sont donc, encore une fois, une pathologie auto-immune qui est liée à des lymphocytes T auto-immuns qui infiltrent les tissus concernés, mais aussi repose en partie sur des auto-anticorps, donc par exemple l'hypoparathyroïdie, donc destruction des glandes parathyroïdiennes qui produisent la parathormone, ça donne une chute du calcium, insuffisance surrénale, la destruction des glandes surrénales qui fabriquent la cortisone et d'autres drogues, thyroïdite, destruction de la thyroïde, diabète de type 1, donc l'attaque de pancréas et de la production d'insuline, anémie hémolytique, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi atteinte de l'estomac, ovarienne, de la peau, des cellules pigmentaires de la peau, vitiligo, du foie, et puis cette candidose cutaneo-muqueuse, donc une atteinte par des candidats au niveau de la peau et de la muqueuse. On se demande vraiment ce que ça vient faire là, mais de façon très intéressante, il a été montré récemment que la candidose est due à un déficit immunitaire induit par des auto-anticorps. C'est-à-dire que ces malades développent des anticorps dirigés, non pas anti-anti, il y a un anti de trop là dans mon schéma, dans mon texte,
mais qui reconnaissent des cytokines, l'interleukine 17A et l'interleukine 17F, qui sont donc des produits d'une catégorie de lymphocytes qu'on appelle TH17, dont on sait qu'elles jouent un rôle très important dans l'activation, je crois qu'on en a parlé à une occasion, au niveau de la muqueuse, des cellules épithéliales elles-mêmes et des polynucléaires pour détruire les champignons. Donc la susceptibilité infectieuse, elle est elle-même secondaire à une auto-immunité dirigée contre une cytokine, donc un produit du système immunitaire, ce qui explique cette infection. Donc en tous les cas, même si ceci est un peu particulier, vous voyez qu'il y a, et ceci n'est pas exhaustif, toute une variété de pathologies auto-immunes qui sont présentes chez ces malades, et malheureusement pour eux, un patient peut être atteint de 4, 5, 6, 7 maladies auto-immunes différentes, une situation à très haut risque tout au long de la vie, de l'enfance à l'âge adulte, à développer une auto-immunité. Donc c'est un modèle d'auto-immunité extrêmement fort et donc monogénique, donc évidemment identifier le gène, les mutations du gène responsable de cette pathologie est une façon, et vous allez voir que ça a été le cas, d'avancer dans la compréhension d'un mécanisme de contrôle de l'auto-immunité. Donc la génétique, ça a été une équipe finlandaise, ce qui n'est pas tout à fait surprenant dans le contexte que je viens d'évoquer, qui a identifié le gène, et ce gène code pour une protéine qui a été appelée R, A-I-R-E, ça veut dire en anglais Autoimmune Regulator, régulateur de l'auto-immunité. Vous avez ici la structure des domaines de la protéine. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui est susceptible d'interagir avec toute une série d'autres protéines via des domaines très particuliers, et elle-même qui se dimérise. On va voir que ça a une relative importance, qui se dimérise dans son activation. Je vais vous faire un résumé simple, à peu près simple, de ce qui se passe, de quel est le rôle de R, et après on entrera dans les détails, et aussi dans des données expérimentales qui montrent ce que je vais vous résumer maintenant, et aussi qui posent quelques questions supplémentaires sur la fonction de R dans le thymus. Donc R est une protéine absolument essentielle pour ce processus que je vous ai expliqué juste au préalable, de sélection négative, donc de tolérance centrale des lymphocytes autoréactifs. Imaginez, sur ce schéma, vous voyez à gauche une cellule épithéliale du thymus, ça pourrait être aussi une cellule dendritique, en l'occurrence ça n'a pas une grande importance, qui exprime, on ne voit malheureusement pas très bien en jaune, plein de molécules d'histocompatibilité à sa surface, et à droite, un lymphocyte T, on va dire qu'il est autoréactif, qui exprime un récepteur T pour l'antigène. La protéine R, en fait, va agir sur le génome de la cellule épithéliale pour induire à un niveau faible l'expression de toute une série de protéines qui n'ont pas de fonction physiologique dans la cellule épithéliale du thymus, mais ça concerne des milliers de protéines de l'organisme, et cela provoque, d'une certaine façon, une expression ectopique de protéines et d'antigènes, toute protéine est potentiellement antigénique, qui sont physiologiquement présents dans d'autres organes. Un exemple simple, l'insuline. Il n'y a pas de fonction propre de l'insuline au niveau des cellules épithéliales du thymus, mais il y a une petite quantité d'insuline qui est produite par certaines cellules épithéliales du thymus, de telle manière que cette insuline, comme toute autre protéine en étant fragmentée, est susceptible d'avoir ces peptides présentés par les molécules d'histocompatibilité. Et donc ici, dans l'exemple figuré, vous avez les petits losanges sont des peptides, mettons, issus de l'insuline, et l'un d'entre eux, ce losange rouge, donc ce n'est plus la même échelle, va être présenté par la molécule MHC au lymphocyte T qui se trouve être spécifique de ce peptide de l'insuline. Donc ce lymphocyte T, il est autoréactif contre un peptide d'insuline, donc il est potentiellement dangereux, susceptible d'être impliqué dans la genèse d'une maladie diabétique en reconnaissant l'insuline. Ce qui va se passer, si cette reconnaissance donc, est haute affinité, donc en induisant un signal très puissant d'activation de ces lymphocytes T, on va voir de quelle manière dans un instant, la conséquence, c'est que cette cellule va mourir. Contrairement à ce qui se passe dans une réponse immune physiologique dans un organe lymphoïde, etc., où après reconnaissance d'un antigène, le lymphocyte T s'active, se modifie, se divise, se différencie en fonction de cellules effectrices, etc., cette cellule-là va mourir par apoptose. Donc l'expression de la protéine R, en permettant, on va voir dans un instant comment, c'est assez compliqué, l'expression de toute une série de protéines de l'organisme, du foie, de l'insuline, donc du pancréas ou d'autres tissus, donc évidemment des organes, des glandes endocrines en particulier, permet d'activer les lymphocytes de forte affinité pour ces auto-antigènes et ensuite s'en débarrasser par un programme de mort cellulaire induite. Donc chez les patients qui n'ont pas de R, cette présentation d'antigènes ne se fait pas au niveau du thymus à haute affinité. Donc ces cellules sont sélectionnées par des reconnaissances à plus faible affinité. Ils ne meurent pas. Donc ces lymphocytes, cette fois-ci, sont capables de migrer dans les organes lymphoïdes et sont susceptibles d'être impliqués dans une réponse immune, si c'est un lymphocyte, encore une fois, spécifique d'un peptide de l'insuline, capable de provoquer une maladie auto-immune comme un diabète. Et donc
la survie de toute une série de ces cellules auto-immunes est associée à la maladie. Donc ça explique de façon schématique ce qui se passe en physiologie et en pathologie. C'est un peu schématique et on va essayer de revoir ça un peu plus maintenant dans les détails. Ici, juste pour indication, dans ces cellules qui meurent, hein, donc cette cellule-là, il se passe une série de signaux qui, au lieu encore une fois d'engendrer une réponse proliférative effectrice, induit la mort cellulaire à travers une série de signaux dont je ne vais pas vous parler à l'instant, mais qui va induire l'expression de protéines, comme la protéine BIM, qui s'exprime à la surface des mitochondries, et d'enzymes qui sont présents à l'état inactif au préalable dans la cellule. Mais la présence de la protéine BIM et son activation va entraîner le clivage de précurseurs de cette molécule qu'on appelle une caspase, qui est une enzyme. Frédéric Rueloka vous en a parlé il y a 2 cours à propos des signaux qui induisent l'apoptose des cellules. Donc la caspase est activée et va entraîner une série de clivages de protéines dans la cellule et la mort de la cellule par ce qu'on appelle l'apoptose. Donc c'est la voie de signalisation simplifiée induite par cette reconnaissance telle qu'elle est schématisée sur cette diapositive. OK, alors cette protéine R mérite qu'on s'y intéresse de ce fait un peu plus, puisque visiblement elle joue un rôle majeur dans la tolérance centrale. Et donc cette protéine R, elle est présente, si on voit ici la coupe schématisée d'un thymus, avec la partie centrale ici, la médulaire, et ici la partie périphérique. Je vous rappelle, ce qui n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais pour essayer de rendre les choses les plus claires possibles, que les précurseurs de lymphocytes qui proviennent par voie sanguine de la moelle osseuse sont d'abord présents dans le cortex où ils acquièrent progressivement une série de caractéristiques, et notamment c'est aussi à ce stade qu'ils vont réarranger les gènes qui codent pour le récepteur pour l'antigène. C'est aussi à ce stade, j'en ai dit un mot tout à l'heure, qu'il y a ce phénomène de sélection positive par des auto-antigènes de faible affinité, et ensuite les cellules donc, qui sont des lymphocytes CD8, CD4, donc qui ont atteint ce stade de différenciation au niveau de la médulaire, schématiquement, vont être en contact de cellules qui expriment R, en particulier les cellules épithéliales, et on va voir indirectement des cellules dendritiques, et c'est ici que ce phénomène de sélection négative va se produire. Donc R est exprimé dans les cellules épithéliales de la médulaire, et alors là où les choses se compliquent, c'est comment agit R. R se fixe sur la chromatine, donc sur l'ensemble moléculaire qui constitue la structure secondaire, tertiaire ou quaternaire de l'ADN, et en fait recrute toute une série de facteurs qui facilitent une forme de transcription, donc d'activation des gènes, illégitime parce que ce n'est pas celle qu'on observe en périphérie physiologiquement, l'insuline dans le pancréas par exemple, mais de façon surprenante en induisant au niveau des points de chromatine où R se fixe des cassures d'ADN. Et cette cassure d'ADN est associée à la transcription. Donc, le phénomène est assez compliqué. Je vais vous le montrer là, et puis on va revenir en arrière un instant. Vous avez ici un morceau d'ADN, et on se situe donc à proximité du gène qui code l'insuline, pourquoi pas. Donc la protéine R, qui est schématisée par cette espèce d'ovoïde, ellipse, est associée à toute une série de facteurs. Je vais vous faire grâce. Juste mentionner un, qui est la DNA protéine kinase, qui est une kinase qui est associée à des cassures d'ADN. Et donc, ceci va provoquer des cassures d'ADN, modifier la topologie et la structure de la chromatine et favoriser in fine, de façon modérée, parce que c'est une transcription à une intensité faible, l'action de la RNA polymérase qui permet la transcription de l'ADN en ARN. Donc, c'est une machinerie moléculaire qui est rassemblée par la protéine R, qui permet à des endroits très nombreux dans le génome, pas de partout, mais on va en reparler tout à l'heure, dans un certain nombre d'endroits, d'activer à bas bruit cette transcription de gènes différents, comme l'insuline, à titre d'exemple. Alors un point qu'il ne faut aussi pas complètement oublier, c'est que la façon dont les lymphocytes, les thymocytes peuvent être induits à mourir, c'est soit donc par contact avec les cellules épithéliales, telles que je vous l'ai montré, mais ça peut être aussi indirectement via les cellules dendritiques, qui phagocytent les cellules épithéliales qui meurent. Ces cellules épithéliales se renouvellent et n'ont pas une vie éternelle. Mais en phagocytant des cellules épithéliales elles-mêmes en apoptose, du coup, c'est la cellule dendritique qui peut être amenée à présenter le même auto-antigène que la cellule épithéliale. Donc il y a 2 façons d'activer ces lymphocytes autoréactifs à haute affinité. Directement la cellule épithéliale qui exprime R, ou indirectement la cellule dendritique qui a phagocyté des fragments ou l'ensemble d'une cellule épithéliale morte. C'est juste pour situer la façon dont ça se produit. Voilà, pour l'instant, ça va se compliquer un peu ensuite, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a des questions en fait, de faisabilité du système pour qu'il soit opérationnel qui ne sont pas complètement évidentes. Mais au préalable,
pour vous démontrer que ce que je vous ai dit là n'est pas juste une vue de l'esprit. Ce sont les expériences absolument cruciales qui ont été publiées il y a maintenant 14 ou 15 ans, je crois, je ne me souviens plus exactement. On est en 2002, oui, 14 ans, par l'équipe de Christophe Benoît et Diane Matisse qui travaillent à Boston, avec quelqu'un, Mark Anderson, qui continue de travailler sur cette protéine R. Ce qu'il a fait, cette fois-ci chez la souris, donc il a transposé le modèle de la maladie humaine, APCED, à la souris, c'est-à-dire qu'il a inactivé le gène qui code pour R chez les souris. Donc on a des souris R négatives, et ces souris R négatives, elles développent aussi des multiples maladies auto-immunes, comme les patients. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé au niveau du thymus, des cellules épithéliales de la médullaire du thymus, il a comparé le profil des gènes exprimés dans des cellules qui n'expriment pas R versus des cellules contrôle donc qui expriment R. Et il y a évidemment le long de la ligne oblique médiane, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Chaque point bleu, c'est un gène. Donc tout ce qui est très proche de la ligne médiane indique que le fait que R soit exprimé ou pas ne change rien. Mais il y a un certain nombre de carrés rouges où il y a des différences significatives. Et vous voyez que la plupart des différences significatives, elles sont à droite de la diagonale, ce qui veut dire qu'il s'agit de gènes qui sont mieux exprimés dans les cellules R positives, contrôle, normal, que dans les cellules déficientes. Vous voyez, par exemple, ce carré-là a une valeur relative, disons, entre 10 et 100, on va dire 50, quand dans une cellule R négative, son niveau d'expression va être 5. Donc, c'est-à-dire que schématiquement, ce gène-là est exprimé 10 fois mieux, l'RNA messager 10 fois plus, dans une cellule qui exprime R que dans une cellule qui n'exprime pas R. Donc, ce qui a ensuite été fait, c'est d'analyser donc, quelle était la séquence de tous ces gènes marqués ici par des carrés rouges et qui correspondent aux gènes dont la transcription dépend de R, okay, puisqu'ils sont mal exprimés ou pas exprimés si R est déficient. Et en fait, il y en a plusieurs centaines, on va dire même quelques milliers, mais ce ne sont pas les 22 000 gènes du génome, pas tous. Ce qui pose immédiatement une question intéressante, c'est comment se fait la tolérance pour les gènes dont le contrôle de la transcription dans le thymus n'est pas sous la dépendance de R. On reviendra sur cette question. Vous avez un exemple ici très caricatural concernant le gène de l'insuline, un gène facile comme modèle. Vous voyez, si on compare, c'est la quantification de l'ARN de l'insuline dans des cellules de souris déficientes en R, en bleu, c'est simple, il n'y a rien. Versus des cellules en rouge, ce sont les courbes typiques d'amplification de méthode de PCR, je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez que ça monte, et en fait ça témoigne du fait qu'effectivement le transcrit de l'insuline est présent dans les cellules R positives et n'est pas dans les cellules R négatives. Donc ce qui a permis à cette équipe de proposer cette idée, qu'il y ait une espèce de projection du soi immunologique, de l'ombre du soi immunologique, au sein du thymus, sous la dépendance de la protéine R. R est présent en petite quantité, sont présentes les protéines comme l'insuline, R est absent, l'insuline et d'autres protéines ne sont pas exprimées, et donc les cellules autoréactives ne sont pas éliminées. Donc ceci corrobore ce que je vous ai dit jusque-là. Maintenant arrive une série de questions plus compliquées. Je dirais que les données expérimentales, y compris la clinique des patients et la génétique des patients déficients en R, sont suffisamment convaincants pour permettre de dire qu'effectivement cette protéine joue un rôle fondamental. Ok, elle agit d'une façon qui n'est a priori pas évidente, qui est de maintenir un taux de transcription basal à un certain niveau de toute une série de protéines, d'ARN messager qui donnent naissance à des protéines, et donc qui activent les cellules qui meurent. Ça va. Je pense qu'on peut considérer que c'est de l'acquis qu'on ne peut pas remettre en cause. Maintenant, il faut arriver à comprendre comment se fait-il que se fasse la rencontre statistiquement avec une haute probabilité entre un lymphocyte auto-immun donné et une cellule qui représente l'auto-antigène, sachant qu'on parle de milliers d'auto-antigènes différents, pour ne pas dire plus que de milliers. Donc il y a un problème de faisabilité, si je puis dire, de la rencontre entre la cellule présentant l'auto-antigène, que ce soit une cellule épithéliale ou une cellule dendritique, et les lymphocytes T auto-immuns. Ce n'est pas tout à fait simple à comprendre. Donc la question que je vais essayer d'aborder, c'est comment maximiser la probabilité. Si on veut que le système fonctionne, on peut penser qu'il a été sélectionné ainsi dans l'évolution. Comment maximiser la probabilité de rencontre d'une cellule T il se trouve avoir une affinité forte pour un auto-antigène, avec l'ensemble des auto-antigènes, des milliers d'auto-antigènes qui sont présentés dans la médullaire du thymus. Et alors, l'observation intéressante là, qui a été rapportée dans ce travail, enfin c'est une revue qui est récente, qui vous montre, ce sont des coupes de thymus chez la souris, qui vous montrent l'expression de 3 ARN messagers qui codent pour 3 protéines différentes, peu importe ce qu'elles sont, je ne me souviens plus d'ailleurs ce qu'elles sont exactement, DMKN, SPINK3, CLCA3. C'est toujours le même principe, ce sont des gènes
donc des ARN qui codent pour des protéines, qui sont exprimées de façon abondante dans tel ou tel tissu, le foie, je crois, une des trois est dans le foie, je ne me souviens plus laquelle, mais qui est à faible niveau au niveau du thymus. Donc vous voyez sur cette courbe de thymus, ce même thymus, que DMKN, on en trouve un peu là, un peu là, un peu là. SPINK3, c'est ici, on a d'autres points, donc ce n'est pas au même endroit. Et CLCA3, ce ne sont encore pas au même point. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une superposition dans chaque cellule, dans chaque fragment de tissu thymique et dans chaque cellule de l'exposition de tous les auto-antigènes. Donc le phénomène n'implique pas, la sélection négative n'implique pas qu'une cellule épithéliale donnée soit en situation d'exprimer tous les auto-antigènes, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas faire s'il n'y a pas suffisamment de molécules d'histocompatibilité à la surface pour les exprimer toutes. Sachant que R, comme vous voyez, ça c'est l'expression de R dans toute la médullaire et partout. Donc il y a une forme de disparité, d'hétérogénéité, de régulation peut-être, on va y revenir, qui fait qu'il y a une distribution hétérogène de ces auto-antigènes au niveau de la médullaire, ce qui permet de rendre compte qu'une cellule soit capable de présenter un certain nombre d'auto-antigènes, mais ne permet pas de comprendre comment se fait-il que telle cellule présente tel auto-antigène et pas d'autres. Dans tous les cas, la conclusion, c'est qu'il y a une distribution hétérogène de l'expression de ces auto-antigènes, qui est un élément de compréhension, mais ça ne suffit pas pour comprendre comment ça se passe. Il y a plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre comment ça se passe. La première, qui est la plus simple, mais qui ne peut pas coller, c'est qu'un lymphocyte T donné donc, va reconnaître son TRA. En TRA, c'est l'antigène du soi tissulaire. On parle toujours de la même chose. Ici, présenté à la surface, donc ce sont les petits points rouges. Donc, il va se promener dans les médullaires du thymus jusqu'à ce qu'il trouve la bonne cellule qui veut bien exprimer son antigène ectopique. Donc, si c'est DMKN, il faut qu'il arrive là ou là, parce que tant qu'il est ailleurs, il ne trouvera pas DMKN si c'est un lymphocyte T qui est spécifique d'un peptide issu de DMKN. Première hypothèse, donc il chemine et avec un taux de quel est le taux de probabilité qu'il arrive dans son temps de transit à rencontrer la bonne cellule qui présente le bon antigène, c'est assez faible. Donc, a priori, ce modèle ne colle pas. Une façon de simplifier un peu les choses, c'est d'impliquer donc les cellules dendritiques qui sont en bleu aussi. Ici, je vous en ai déjà parlé, c'est que les cellules dendritiques qui donc, phagocytent des cellules jaunes ici, épithéliales mourantes, peuvent à leur tour présenter les auto-antigènes. Donc dans ce cas-là, c'est simple à comprendre et schématisé sur l'image ici, c'est qu'un lymphocyte T donné, il est là mon lymphocyte T, il va être, la probabilité qu'il rencontre une cellule qui lui présente le bon auto-antigène qu'il est capable de reconnaître est multipliée par 5, 10, 20, peut-être plus, puisque cette présentation peut se faire soit, comme c'est montré ici, par une cellule dendritique, soit, ce n'est pas montré, mais pas comme ce serait là, par une cellule épithéliale. Donc ça peut rendre compte d'une augmentation de probabilité de rencontre et donc d'efficacité du système. Et il y a une autre façon de voir les choses, qui est plus complexe, mais qui est d'imaginer, et ça correspond en partie à l'image que j'ai montrée juste au préalable, c'est que la médullaire du thymus, c'est une espèce de mosaïque du soi. Ça veut dire que dans une région donnée, mettons celle qui est en verte ici, un certain nombre de gènes vont être transcrits sous l'effet de R. Dans une autre région, en rose ici par exemple, d'autres gènes, en mauve, je crois, ici, encore d'autres gènes. Et donc, dans une certaine région, il y aura un certain nombre de cellules épithéliales et dendritiques, 4 ici pour schématiser, qui présentent l'auto-antigène qu'un lymphocyte T est susceptible de rencontrer, etc. Donc, un lymphocyte T, en se promenant d'une zone à l'autre, a une chance beaucoup plus grande, selon ce modèle, in fine, de rencontrer l'auto-antigène qui le sélectionnera négativement. On peut schématiser des trajets. Le lymphocyte T1, il passe, on va dire que ça c'est la zone 1, la zone 2, la zone 3. Il arrive dans la zone 1, il ne rencontre pas d'antigène que son TCR, son récepteur T pour l'antigène est capable de reconnaître, donc il ne s'arrête pas, il continue de bouger, ces cellules sont relativement mobiles, de façon probablement relativement stochastique, enfin il y a aussi des effets d'attraction, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Il va passer dans la zone 2, idem, il ne reconnaît rien, il arrive dans la zone 3, paf, il est là, mettons que ce soit celui-là, et là, il reconnaît un antigène du soi qui est présenté soit par les cellules dendritiques, soit par les cellules épithéliales. Conséquence, il meurt. Sélection négative ici. Autre hypothèse, lymphocyte T numéro 2, lui, il rencontre son auto-antigène dans la zone numéro 1, il meurt à ce stade. Et hypothèse numéro 3, juste pour être schématique, un troisième lymphocyte, il traverse 1, il traverse 2, il traverse 3, il traverse petit n, parce qu'il y en a sûrement d'autres, et il ne rencontre aucun auto-antigène avec une forte affinité, il n'est pas sélectionné négativement,
et il passe en périphérie. Donc probablement, la physiologie du système, c'est ce système séquentiel de rencontres dans des lieux anatomiques différents au sein de la médullaire thymique d'une série d'auto-antigènes différents. C'est modélisable sur le plan mathématique et pour rendre à peu près bien compte de la complexité du système, puisqu'on veut éliminer des millions de lymphocytes tous les jours susceptibles de rencontrer, encore une fois, au minimum des dizaines de milliers de peptides différents. Donc ce n'est pas une mince affaire d'organiser ce phénomène de sélection. Donc ça, c'est un premier point. Alors ensuite, on peut se poser des questions, et on reviendra sur cette organisation anatomique. Comment est régulée la protéine R? Elle-même, il faut qu'elle soit donc exprimée dans les cellules. Et si on regarde un thymus embryonnaire à un stade très précoce, avant qu'il ait été encore colonisé par les premiers précurseurs de lymphocytes, ça se passe chez l'homme à peu près à 8 semaines de la vie embryonnaire. Chez la souris, donc c'est quelques jours, puisque la durée de la gestation est de 21 jours. Donc il y a une machinerie qui induit l'expression de la protéine R et qui repose sur l'interaction entre les cellules épithéliales, ici une cellule de la médullaire, donc une partie centrale du thymus, qui interagit avec les précurseurs lymphocytaires eux-mêmes et le stroma, donc les cellules de soutien du thymus, qui produisent notamment, c'est simplifié ici, mais une substance qui s'appelle le ligand de Rank, qui interagit avec son récepteur à la surface des cellules épithéliales, RANK, qui induit, lorsque cette interaction se fait, donc qui implique donc une communication intercellulaire entre les cellules épithéliales, les précurseurs des lymphocytes, il faut qu'ils arrivent pour que cette machine se mette en route. Tant qu'il n'y a pas de lymphocytes, il n'y a pas d'induction de l'expression de R, et aussi un rôle du stroma. Donc il y a une signalisation qui passe notamment par un facteur de transcription qui s'appelle NF-κB, qui induit, on va en reparler, une région régulatrice de R, ce qu'on appelle un enhancer, une séquence d'ADN qui est à relative proximité, à 3 kilobases, 3000 paires de bases du gène R, qui s'appelle ACNS1, vous allez voir dans un instant pourquoi je vous en parle, et qui induit l'expression de R. Donc il faut que cette machinerie, de façon continue, induise R pour que R soit présente et ensuite agisse, comme je l'ai montré à l'instant, en induisant de façon sélective la présence d'auto-antigènes. De facto, ici, vous avez l'expression de la protéine R en une situation sauvage, une souris normale, tout ça évidemment sont des expériences faites chez la souris, et si on inactive au sein du génome de la souris l'enhancer, la séquence qui est à proximité du gène R qui s'appelle ACNS1, il n'y a plus d'expression de R, donc il démontre que cet enhancer est absolument essentiel au fonctionnement de R, et c'est tellement important que des souris délétées du segment enhancer de R, donc le gène R lui-même est normal, mais il ne peut pas être exprimé parce que cet élément régulateur manque, développe une maladie auto-immune. Comme si R lui-même manquait. Vous voyez ici, j'espère que vous voyez, moi je ne vois pas bien, mais au niveau de la rétine, quelque part, ça c'est à gauche, ce sont les coupes de tissu d'une souris sauvage, normale, à droite d'une souris, c'est bien ça, je vais regarder là, oui, déficiente en R. Donc ici, on doit avoir un infiltrat lymphocytaire au niveau de la rétine, donc une rétinite. Ici, on voit en bleu sombre, violet, au niveau des glandes salivaires, l'accumulation de lymphocytes. Ça, c'est l'équivalent chez l'homme d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Sjögren, où les glandes salivaires sont attaquées par des lymphocytes auto-immuns et on perd la salive, par exemple. Et les glandes lacrymales, c'est la même chose pour les larmes. Donc, infiltration des glandes lacrymales par des lymphocytes. Ici, c'est le fond d'œil. Le fond d'œil montre ici des anomalies, je ne serai pas en mesure de vous décrire très très bien, mais enfin qui témoignent d'une inflammation et d'une infiltration de lymphocytes. Donc, bref, une souris déficiente de cet élément enhancer est l'équivalent d'une souris R déficiente et l'équivalent de l'homme déficient en R et a une maladie auto-immune parce que la protéine R n'est pas exprimée. Alors, d'autres questions concernant R, même si on a compris un certain nombre de choses. Une question très intéressante qui a reçu un début de réponse récemment, c'est, je l'ai déjà dit, nous avons 22 000 gènes dans notre génome et les 22 000 gènes du génome ne sont pas tous régulés par R. En comptant large, c'est quelques milliers. Donc, or, nous sommes tolérants à l'égard de tous les produits de nos gènes. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'égard des autres produits des gènes qui ne sont pas contrôlés par R? Alors, il y a ceux qui sont physiologiquement exprimés de toute façon dans le thymus et dans les cellules médullaires. Donc là, il n'y a pas de souci particulier, mais il y a encore d'autres milliers de gènes qui ne sont pas régulés par R, qui ne sont pas physiologiquement présents dans les cellules épithéliales thymiques, parce qu'ils n'ont pas de fonction dans le thymus. Et quid de la tolérance à l'égard des produits de ces gènes? On va aborder cette question. Une autre question qui n'a pas encore de réponse aujourd'hui, mais peut-être quelques éléments. Est-ce qu'il existe des déficits secondaires de R chez l'homme?
susceptibles de rencontre de maladies auto-immunes, non plus dans le contexte de maladies monogéniques rares, mais de façon plus fréquente. Autrement dit, que pour telle ou telle raison, un phénomène pathologique peut induire la perte de l'expression de R et rendre compte de certaines maladies auto-immunes que l'on peut observer avec une fréquence évidemment bien plus élevée que celle qu'on observe chez les quelques rares malades qui ont une maladie génétique déficiente de R. Vous allez voir une situation intermédiaire qui n'est pas inintéressante, qui a été décrite récemment par une équipe norvégienne. Première question, donc comment se passe la tolérance à l'égard des protéines qui ne sont pas sous la dépendance de R. Donc, ici, vous avez dans ce rectangle, chaque petite ligne bleue, c'est censé représenter une protéine donc, qui produit des peptides et qui sont donc des protéines du soi. Et toutes celles-là sont, quel que soit leur nom, évidemment pas indiquées ici, sous la dépendance de R, l'insuline et plein d'autres. OK. Et puis il y a les autres. Donc là, pour l'instant, on a une expression entre guillemets ectopique de gènes par les cellules épithéliales de la médullaire du thymus. Et on peut dire, d'une façon imagée de dire les choses, qu'on a un bruit génétique, c'est-à-dire un petit fond d'expression de gènes qui est bénéfique puisqu'il permet la tolérance centrale, l'élimination de cellules autoréactives. Et maintenant, il y a le paquet qui est là, et qui est peut-être plus gros que le paquet tel que je l'ai indiqué ici. Donc une autre série de gènes dont le contrôle de la transcription dans le thymus est indépendant de R. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces gènes-là? Comment se fait-il que, de la même façon que pour les lymphocytés qui reconnaissent des peptides issus de ces gènes-là, des produits de ces gènes-là, il y a également l'élimination des lymphocytés qui reconnaissent des peptides issus des produits de ces gènes-là. Et là, il y a un début de réponse qui est sorti très récemment, dans les publications de l'année dernière, celle. Et en fait, il y a un deuxième gène qui répond au doux nom de FEZF2, FEZF2, qui est un facteur de transcription, qui agit donc de façon plus classique que le R qui est ici, donc il a été dans ce schéma indiqué comme un coactivateur. Je vous ai rapidement montré tout à l'heure que c'était assez compliqué, que R se lie à toute une série de protéines, est impliqué dans les cassures d'ADN, mais que ça résultait dans une petite activation de ces gènes-là. Donc il y a un autre facteur de transcription qui, indépendamment de R, est capable d'induire, à faible niveau, mais d'induire l'expression des produits d'autres gènes. Et de façon intéressante, ce facteur de transcription lui-même, il est sous le contrôle d'une lymphotoxine bêta, donc qui est un autre produit de lymphocytes ou de cellules stromales, qui agissent sur le thymus de la même façon, on l'a vu tout à l'heure, que la molécule RANK, et une autre aussi dont je ne vous ai pas parlé, CD40, permettait l'expression de R. Donc on a deux phénomènes, deux circuits parallèles qui se complètent pour induire apparemment l'expression de toute une série d'auto-antigènes au niveau thymique. Et ils n'induisent pas les mêmes gènes, le spectre sont schématisés ici, des gènes qui sont sous la dépendance au niveau thymique de FEZ, F2 et de R, se recoupent peu. Il y a une petite marge de recoupement, mais pour l'essentiel, ils sont indépendants, donc on peut considérer que les effets sont additifs. Est-ce que c'est exact? Ça, c'est une autre façon de dire exactement la même chose. Effet additif potentiel des deux, sélection négative de deux catégories lymphocytées autoréactives à forte affinité et tolérance immunitaire à l'égard de nos organes. Okay. Est-ce que ceci est exact? Quelle base expérimentale permet d'affirmer ce que je viens de schématiser? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des données assez solides, publiées par cette équipe l'année dernière dans la revue Cell. Tout d'abord, ce facteur de transcription FEZF2, il est exprimé, c'est en vertical, en ordonnée, c'est le niveau d'expression de l'ARN messager qui code pour FEZF2 dans différents tissus. Et vous voyez qu'il est absent dans les lymphocytes T en périphérie, il est absent dans les lymphocytes B, il est absent dans les macrophages, dans les cellules dendritiques, il est absent quasiment dans les cellules épithéliales du thymus du cortex, là où se passe la sélection positive, et boum, il est présent à un niveau apparemment assez élevé dans les cellules épithéliales du thymus, la médullaire. Il n'est pas, là on ne voit pas, mais derrière il y a les fibroblastes, ce n'est pas exprimé non plus. Donc c'est un gène qui est sélectivement exprimé dans les cellules médullaires de l'épithélium. Donc c'est déjà pas mal, ça ne démontre pas sa fonction, mais il est déjà au bon endroit. Et la façon assez simple de montrer qu'il y a une fonction de FEZ, F2 dans le contrôle de l'auto-immunité, donc dans la tolérance centrale, et bien, à nouveau, c'est le schéma classique expérimental qui consiste à inactiver l'expression du gène FEZ-F2 chez la souris. Donc on fabrique des souris qui n'expriment pas FEZ-F2. Et qu'est-ce qui se passe? Ces souris sont malades. Elles ont aussi une maladie auto-immune polyorgane, ce qui est schématisé ici, où en fait vous avez à droite l'image de la situation où FEZ-F2 est déficient, et à gauche de souris contrôle. C'est certains types de contrôle, je n'entre pas dans les détails, mais ce sont les souris contrôle. Le poumon, vous avez ici une bronche, les alvéoles, vous voyez, il y a beaucoup d'air, pas AIRE, mais RIR,
dans les poumons, c'est normal, le foie, les reins et l'intestin. Chez la souris FEZF2 déficiente, vous voyez qu'il y a des infiltrats cellulaires importants ici, péribronchiques, donc ça, c'est pas bon. Ça, si transposé à l'homme, ça, ce sont des bronchopneumopathies chroniques semi-asphyxiantes, ça peut être extrêmement sévère. Il existe des maladies auto-immunes de ce type. Au niveau du foie, on voit moins bien, mais là où est la flèche noire, vous voyez ici la petite masse de cellules qui est en train d'infiltrer près de ce qu'on appelle un espace porte, c'est-à-dire l'endroit où circule l'artère hépatique, les veines hépatiques et les canaux biliaires du foie. Ici, au niveau des reins, à nouveau, vous avez un infiltrat lymphocytaire donc, qui est susceptible de détruire les glomérules, les tubules et induire une insuffisance rénale. Et ici, c'est même encore plus spectaculaire, une désorganisation des villosités intestinales par un infiltrat lymphocytaire. Ce qui est intéressant, c'est que la localisation de l'auto-immunité de cette souris n'est pas la même que la souris R déficiente. Mais le principe général est le même. Présence en périphérie d'un grand nombre de lymphocytes dont on peut démontrer qu'ils sont réactifs du soir et donc ils se localisent dans les tissus exprimant l'auto-antigène. Et l'autre façon de démontrer que la fonction de FEZF2, c'est bien d'induire aussi au niveau des cellules médullaires, des cellules épithéliales de la médullaire du thymus, des antigènes du soir, c'est de regarder, comme on l'a déjà décrit tout à l'heure pour R, le profil des gènes qui sont dépendants de ces facteurs, et on peut montrer, par comparaison avec des cellules de souris déficientes, qu'il y a, dans cette expérience-là, c'est le même papier, 423 gènes dont l'expression dépend de FEZF2. C'est-à-dire qu'il y a 423 gènes dont l'expression est au moins 1,5 fois plus forte qu'elle ne l'est lorsque FEZF2 est absent. Et dans cette expérience, il y en a moins que dans d'autres expériences, mais ils trouvent 242 gènes dépendants de R. Et vous voyez qu'il n'y en a que 68 qui dépendent à la fois de R et de FEZF2. Donc il y a bien deux systèmes qui fonctionnent en parallèle. Donc il y a au minimum, et c'est probablement plus que cela, on va dire 350 gènes dont l'expression est sous le contrôle de FEZF2, et s'ils ne sont pas, leur expression n'est pas induite par FEZF2, la conséquence est une pathologie auto-immune sévère. Et il y en a probablement plus, mais c'est l'image qui permet de démontrer la fonction de FEZF2. Donc si on schématise tout ce que je vous ai raconté pour l'instant, on a d'une part R, ici, et puis donc aussi FEZF2, et vous avez les cellules épithéliales thymiques qui, les petits rectangles, représentent des profils d'antigènes du soie. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes couleurs, puisqu'on a des clusters qui se forment probablement de façon stochastique, donc au hasard, encore que ceci reste à démontrer strictement. Donc on a des régions dans la médullaire thymique qui expriment directement dans les cellules médullaires ou indirectement dans les cellules dendritiques un certain type d'antigène du soie, et donc qui vont offrir la possibilité aux lymphocytes à forte affinité pour tel ou tel de ces antigènes d'être activés et de mourir. Et donc ça fonctionne avec R et ça fonctionne aussi avec FEZF2, sans qu'on sache très bien si ça fonctionne dans les mêmes cellules ou à nouveau est-ce qu'il y a une distribution anatomique différente. Il y a des questions posées dans lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc ce qu'on résumait ici, c'est qu'un cluster de cellules exprime seulement une fonction des gènes. Non, ce n'est pas une fonction, c'est une fraction, excusez-moi. C'est une fraction des gènes qui dépendent de R, pas tous, on l'a vu tout à l'heure déjà. Et la question qui se pose, et là il n'y a pas de réponse aujourd'hui, c'est une question intéressante, c'est comment se coordonnent donc ces patterns d'expression de gènes, ceux induits par R, ceux induits par FEZF2, est-ce qu'il y a recouvrement partiel, est-ce qu'il n'y a pas de recouvrement, est-ce qu'il y a une organisation qui se fait au hasard, est-ce qu'il y a une régulation du système pour le rendre le plus efficace possible? On n'a pas la réponse à cette question aujourd'hui. Il faut savoir que la découverte de FEZF2, c'est 1 an. Donc on est sur vraiment les données extrêmement récentes, mais je pense que ces informations seront acquises dans les toutes prochaines années. En tous les cas, ce système d'organisation anatomique permet de rendre le système efficace, il est économe, entre guillemets, dans la mesure où un clone de lymphocyte T donné peut être confronté successivement à plusieurs cellules thymiques différentes, donc dans des régions différentes, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui présentent des différents antigènes de soi. Donc le système est maximisé pour le rendre le plus efficace possible. Alors, l'autre question que j'avais évoquée tout à l'heure, à laquelle il n'y a qu'une réponse très partielle, mais qui est toujours de se poser sur un angle plus médical, la question de savoir si l'observation d'une maladie rare, très rare, donc ce syndrome AP7, ce déficit en R, est finalement une exception, une maladie extrêmement inhabituelle, ou bien est-ce qu'il est en fait, sous une forme ou sous une autre, est-ce qu'on ne peut pas la rencontrer plus fréquemment en association aux maladies auto-immunes?
Il y a un début de réponse qui vient d'un travail publié récemment. Ça, c'est une revue, mais c'est d'une équipe norvégienne qui ont montré que, à côté des formes récessives dont je vous ai parlé de déficit en R, il y a des formes dites hétérozygotes dominantes. Ça veut dire qu'un seul des deux allèles de R est muté, l'autre n'est pas muté, qui sont relativement fréquentes. Relativement fréquentes, c'est 8 pour 10 000. Enfin, 8 sur 10 000, c'est presque 1 pour 1000. Hein. C'est une personne sur 1000, c'est pas très fréquent, c'est pas exceptionnel. Et c'est les individus qui ont cette mutation isolée, qui touchent ce domaine-là, qui est impliqué en fait dans la dimérisation de R. Excusez-moi, ce domaine-là, j'ai dit une bêtise, le domaine PhD, donc en fait qui perturbe la dimérisation de R, donc fait que le niveau d'expression de R physiologique fonctionnel diminue. Ce type de mutation est associé à des maladies auto-immunes moins sévères que celles qu'on a vues tout à l'heure, cette polyendocrinopathie, etc., etc. Ce sont notamment très souvent des individus, des patients qui ont un vitiligo, c'est-à-dire une perte des mélanocytes au niveau de la peau, donc une dépigmentation de la peau par attaque auto-immune des cellules mélanocytaires. Et ce qui est troublant, c'est que si on compare les chiffres, la fréquence de ce type de maladie, vitiligo, une maladie auto-immune relativement fréquente, pas très sévère, mais embêtante quand même, et la fréquence à laquelle on trouve une mutation dominante dans ce domaine de R, ici à peu près 1 pour 1000, le vitiligo est plus fréquent que 1 pour 1000, mais il est quand même pas beaucoup plus fréquent. Donc on est dans des ordres de grandeur qui commencent à se rapprocher, et qui pourraient suggérer que, en tous les cas, certaines maladies auto-immunes puissent être liées à nouveau à une maladie monogénique, ce qui n'est pas le concept classique de la vision de l'auto-immunité maladie, auto-immunité chez l'homme, mais néanmoins, une partie de ce type de maladie pourrait être due à des mutations moins sévères que les premières, mais présentes en plus grand nombre dans la population et qui pourraient rendre compte de ce type de situation. Autrement dit, il y a peut-être d'autres maladies héréditaires qui s'ignorent, qui peuvent être des néomutations, où il n'y a aucun antécédent familial, par exemple, qui puissent provoquer ce type de pathologie. Et la question reste toujours ouverte. Par ailleurs, existe-t-il des déficits secondaires d'expression de R, des phénomènes acquis qui affectent le thymus, infections, que sais-je, voire chimiothérapie chez des malades traités qui tuent les cellules transitoirement et que transitoirement ceci induise un défaut d'expression de R. Là, cette question reste complètement ouverte aujourd'hui, mais ce n'est pas exclu que ceci existe. Et une information supplémentaire toute récente, de papiers qui viennent de sortir ces jours-ci, qui relie aussi, qui montre l'importance de R, qui relie R à la prédominance par genre des maladies auto-immunes. Un certain nombre de maladies auto-immunes sont beaucoup plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. C'est le cas du lupus, mais c'est le cas, pas toutes les maladies auto-immunes, il y a un certain nombre de maladies auto-immunes qui sont beaucoup plus fréquentes. Pour le lupus, c'est pratiquement 10 pour 1. Et il a été montré récemment que l'expression de R, on a vu quelques éléments de sa régulation tout à l'heure, est sous la dépendance des hormones sexuelles. C'est-à-dire que les œstrogènes diminuent l'expression de R, et les androgènes augmentent l'expression de R. Il y a un papier qui est sorti d'une équipe française d'ailleurs, qui vient de sortir dans une revue qui s'appelle le Journal of Clinical Investigation. Ils ont fait des travaux chez les thymus humains, sur des coupes de tissus, en regardant le nombre de récepteurs, etc., le niveau d'expression de R chez les thymus provenant de femmes et des thymus provenant d'hommes. Et ils l'ont reproduit chez la souris. Il y a une cohérence entre les deux. Donc il n'est pas exclu, ça, après ce que je dis maintenant est à l'état d'hypothèse, mais que la prévalence plus importante de certaines maladies auto-immunes chez les femmes que chez les hommes est quelque chose à voir avec le niveau de régulation par les hormones sexuelles de R. Ça, ce lien n'est pas établi. Et c'est une hypothèse aujourd'hui, mais qui est une hypothèse intéressante qui émane de travaux de deux équipes qui viennent de sortir il y a vraiment ces jours-ci, qui rejoignent cette question. Et puis, évidemment, la question est ouverte. Y a-t-il une pathologie humaine autour de ce facteur transcription FEZ-F2 qui vient d'être décrit, dont le rôle, on l'a vu, était récemment identifié comme étant un autre élément de contrôle des protéines du soi au niveau des cellules de la médulla du thymus. Question complètement ouverte, mais question évidemment intéressante à aborder dans les temps qui viennent. Voilà, ça c'était le point de la tolérance centrale, vu du côté des lymphocytes T, vous entendrez parler tout à l'heure des lymphocytes B, avec ce système R essentiellement, peut-être FEZ, F2 aussi, qui contrôle l'expression des auto-antigènes et qui font ensuite que les lymphocytes T les plus, ça c'est une notion importante à retenir pour ce que je vais discuter ensuite, les lymphocytes T qui ont l'affinité la plus élevée pour les auto-antigènes sont activés et de ce fait meurent par un programme d'apoptose au niveau du thymus qui permet de se débarrasser d'un certain nombre de lymphocytes potentiellement dangereux et dont le danger est démontré, révélé par ce qui se passe autour de cette pathologie qui s'appelle APCED.
Donc ceci est nécessaire pour contrôler l'auto-immunité, mais n'est pas suffisant, puisqu'on a déjà vu au début de ce cours et d'autres, qu'il y a d'autres maladies monogéniques qui ne touchent pas la sélection centrale, la tolérance centrale, la sélection négative, pardon, et qui aussi provoquent l'auto-immunité. Donc il y a d'autres systèmes de contrôle, et il y a un système notamment, plusieurs systèmes, on verra avec la semaine prochaine, des systèmes dits qui agissent en périphérie. Périphérie, c'est du jargon pour dire qu'on n'est plus dans le thymus, que les lymphocytes sont maintenant dans les organes lymphoïdes ou circulent dans les tissus, et que c'est à ces endroits-là, qui ne sont plus dans leur phase de formation, mais à leur phase entre guillemets adulte, de cellules matures, qui sont sous le contrôle de systèmes de régulation dits périphériques. Alors c'est ce qu'on va évoquer à travers de toute une série d'éléments. On va parler aujourd'hui d'une des voies de tolérance périphérique qui est liée à une catégorie de cellules particulières que l'on appelle les lymphocytes régulateurs. Donc pour arriver à la notion de lymphocytes régulateurs, on va voir que ça commence par des expériences de thymectomie néonatale, comme ça que ça a commencé, et ça remonte aux années 50 à vrai dire, ce sont des données très anciennes, les années 50-60, Jack Miller, un grand pionnier de l'immunologie. À nouveau, une maladie monogénique, syndrome qui est écrit ici sous le nom d'IPEX, on va voir de quoi il s'agit, et qui permet d'affirmer l'existence de lymphocytes régulateurs, dont on va étudier toute une série de caractéristiques. Alors, on va essayer. Leur affinité pour l'antigène, leur spécialisation de fonction, comment ils peuvent aussi se différencier en périphérie, en plus du thymus, comment ils sont régulés, où est-ce qu'ils sont localisés, enfin bref, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut en déduire à ce stade? Donc le début de l'histoire est assez simple. Si vous prenez une souris à la naissance, vous lui retirez le thymus, eh bien cette souris, elle va développer une pathologie auto-immune avec des lymphocytes. C'est paradoxal puisqu'on enlève le thymus, le lieu où se fabriquent les lymphocytes T, mais néanmoins il y en a déjà certains qui ont migré en périphérie, et à partir de ceux qui sont présents dans la souris, ils vont provoquer une maladie qui va faire que la souris ne va pas grossir, elle va être wasting, comme on dit en anglais, c'est-à-dire elle est misérable, et elle va mourir. Et elle va mourir d'une maladie auto-immune généralisée. Donc paradoxalement, puisqu'on enlève des lymphocytes T, mais quand même, cette souris meurt d'une pathologie liée aux lymphocytes T. Donc il se passe quelque chose dans le thymus qui normalement prévient cette pathologie. Et on peut guérir ou prévenir la survenue de cette pathologie chez la souris en transférant à la souris des thymocytes, donc des cellules lymphocytaires T jeunes, ou même dans certaines circonstances des cellules T issues de la rate, des splénocytes. Donc il y a des lymphocytes T soit dans le thymus, soit adultes, qui peuvent avoir un effet de contrôle et prévenir l'auto-immunité. Ça, ce sont les expériences de base. La toute première thymectomie immunopathologie, c'est les années 50-60. Les expériences de transfert, ça vient plus tard, enfin de façon convaincante, ça vient plus tard, plus dans les années 80. Et c'est la base de l'identification des cellules dont on va parler maintenant, que sont les lymphocytes régulateurs, autrement dit les lymphocytes qui sont présents dans le thymus, mais aussi dans la rate, et qui peuvent contrôler l'action d'autres lymphocytes. Voilà. Et de fil en aiguille d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites essentiellement dans les années 80, début des années 90, notamment une Britannique qui s'appelle Fiona Paori et d'autres au Japon et ailleurs, on a pu identifier que cette population de lymphocytes T matures qui avaient cette fonction régulatrice étaient des cellules CD4. Cellules CD4, ça veut dire qu'elles expriment ce corécepteur et que leur capacité de reconnaissance d'antigènes est liée à la reconnaissance d'antigènes présentés par les molécules d'histocompatibilité classe 2, et de cellules qui expriment à leur surface la molécule CD25, qui est un marqueur utile, qui est une des protéines du récepteur de l'interleukine 2. Et on va voir que l'interleukine 2 joue un rôle important pour ces lymphocytes suppresseurs, comme ils ont été d'abord appelés. Après, il y a eu une phase où ces lymphocytes suppresseurs ont eu un mauvais sort parce qu'un certain nombre d'erreurs ou d'informations inexactes ont été apportées par des immunologistes. Donc ce concept a disparu, mais il était pourtant exact. Et maintenant, on les appelle régulateurs pour ne pas se confondre avec ces méchants lymphocytes suppresseurs qui étaient l'invention d'immunologistes pas très sérieux, mais en fait, ils existaient déjà. Donc on parle de lymphocytes régulateurs. Et une façon de les avoir retrouvés sur le plan génétique et moléculaire, c'est à nouveau une maladie. Donc cette fois-ci, j'ai rayé non plus 2 lignes, mais 3 lignes. On a vu tout à l'heure le défaut de sélection négative des précurseurs lymphocytaires. Et on s'intéresse à la 5e ligne, en noir, ici, déficit en lymphocytes régulateurs. Il existe une pathologie extrêmement sévère qui a été décrite chez l'homme et aussi à l'état naturel chez la souris, qui est la souris qu'on appelle scurfy, qui sont une pathologie liée à l'X,
chez l'homme comme chez la souris, ce qui veut dire que le gène responsable de cette pathologie, à nouveau une maladie monogénique, est situé sur le chromosome X. Et le gène en question, qui a été identifié par des approches génétiques classiques chez les patients atteints de ce syndrome IPEX, je vais dans un instant décrire leur présentation, avec l'auto-immunité, l'inflammation et l'allergie. Le gène impliqué, qui est muté chez ces malades, qui est muté chez ces souris Scurfy, code pour un facteur de transcription qui régule l'expression de gènes, qui s'appelle FOXP3. FOXP est une grande famille de facteurs de transcription, mais celui qui est associé aux cellules T régulatrices s'appelle FOXP3. Et donc, lorsque ce gène est muté, de telle manière que la protéine n'est pas exprimée ou n'est pas fonctionnelle, la conséquence, c'est une absence ou un dysfonctionnement, ça revient au même, des lymphocytes T suppresseurs ou régulateurs CD4+, CD25+. Ceci a été clairement établi. Donc, ce que je vous dis là date à peu près de l'an 2000, à peu près, et a permis donc d'affirmer de façon solide, avec des marqueurs génétiques et moléculaires, qu'il existe bien une population de lymphocytes T régulateurs, qu'on peut identifier par des marqueurs membranaires CD4, CD25, qui expriment ce facteur de transcription qui s'appelle FOXP3 et qui sont nécessaires au contrôle de l'auto-immunité et de l'inflammation. Et FOXP3 est nécessaire à la différenciation de ces cellules. Qu'est-ce qui se passe dans cette maladie? Oui, finalement, je n'ai pas mis la diapositive. Les malades qui ont un déficit en FOXP3, donc cette maladie liée à l'X, ils développent dès la naissance une pathologie digestive sévère. Autrement dit, dès qu'ils sont en contact avec la flore intestinale physiologique, en fait, ils ne contrôlent pas normalement le niveau de réponse immune contre la flore. Donc, ils ont une inflammation massive de tout le tube digestif. Vous allez voir une image histologique dans un instant. Une pathologie digestive très sévère. Ils développent parfois dès la naissance un diabète par destruction auto-immune par des lymphocytes T, des îlots de Langerhans qui produisent l'insuline. Ils développent ensuite des allergies alimentaires extrêmement sévères, donc ils ne contrôlent pas les réponses de type IgE contre des allergènes alimentaires. Ils développent des pathologies auto-immunes cutanées, à nouveau des anémies hémolytiques auto-immunes et d'autres manifestations auto-immunes. C'est une maladie extrêmement sévère qui est, dans la plupart des cas, n'est pas compatible avec la vie de plus que quelques années et qui nécessite, pour en guérir, des greffes de moelle osseuse. C'est une maladie extrêmement, extrêmement sérieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe en schéma général? Et puis après, on verra les choses de façon un peu plus précise. C'est un peu le même type d'image que je vous avais montré tout à l'heure pour R, mais cette fois-ci, ce que je vous raconte ne se passe pas dans le thymus, mais se passe dans les organes lymphoïdes périphériques, les ganglions lymphatiques, la rate, l'intestin notamment, qui joue un rôle très important. À droite, un lymphocyte T, son récepteur T pour l'antigène, il reconnaît un peptide schématisé par ce losange, présenté par une molécule d'histocompatibilité, elle-même exprimée par une cellule dendritique, une cellule présentant l'antigène, APC en anglais, antigen presenting cell. Si ce lymphocyte T est autoréactif avec une relative forte affinité et qui est activable en périphérie, donc néanmoins, ça veut dire qu'il a franchi la barrière imposée au niveau thymique par l'expression de R. En même temps, on va dans une situation où il y a des lymphocytes T régulateurs susceptibles de reconnaître le même peptide ou un peptide associé à la même protéine qui exprime donc CD4 et CD25. Et cette cellule T régulatrice activée va être capable d'agir, on va voir comment tout à l'heure, va bloquer la fonction de cette cellule. Soit la bloquer par des substances, soit la tuer. Il y a plusieurs manières d'agir. La résultante, c'est que ce lymphocyte T est autoréactif, mais c'est vrai aussi pour des lymphocytes B, et c'est même vrai pour les lymphocytes réactifs à l'égard d'antigènes exogènes. Ça bloque ou régule, contrôle, diminue la réponse immunitaire. Donc chez les patients ou les souris déficitaires en FOXP3, donc ces cellules régulatrices, elles n'existent pratiquement pas, et donc ces lymphocytes T reconnaissant un auto-antigène du soi, mettons à nouveau un peptide d'insuline, puisqu'il y a des diabètes au cours de cette pathologie, développent des maladies auto-immunes extrêmement sévères. Par exemple, ça c'est une lésion extrêmement impressionnante, en fait c'est non reconnaissable, c'est une biopsie du côlon d'un enfant atteint de cette pathologie. On ne voit plus de muqueuse intestinale. Il y a une vague bordure ici, où il y a quelques cellules épithéliales résiduelles, mais il n'y a pratiquement plus de cellules épithéliales. C'est-à-dire que tout le recouvrement épithélial de l'intestin, dans ce fragment, est détruit. Et en dessous, il y a une masse de cellules, le corps infiltré de quantités très importantes de lymphocytes, qui sont surtout des lymphocytes T, pas exclusivement, mais donc c'est très, très, très impressionnant et majeur comme lésion, les conséquences de ce défaut de cellules T régulatrices, donc qui montrent qu'elles sont indispensables. Alors comment elles agissent, ces cellules? Elles agissent en fait par toute une série de mécanismes. Il n'y a pas un mécanisme univoque. Ces lymphocytes T exprimant FOXP3, donc qui est un marqueur majeur de ces
de ces cellules, même s'il y a d'autres marqueurs, exprime toute une série de molécules qui sont impliquées dans des fonctions de régulation immune. À la surface, une molécule qui s'appelle CTLA4, qui est un inhibiteur compétitif d'un corécepteur de l'activation des lymphocytes T par les molécules qu'on appelle CD80 et CD86 à la surface des cellules présentant l'antigène. Le FAS-ligand, on en a déjà parlé, souvenez-vous, il y a l'exposé de Frédéric Relecas. FAS-ligand, en interagissant avec FAS, peut tuer des cellules. Donc les cellules T régulatrices exprimant FAS, le ligand de FAS, peuvent tuer des cellules activées B ou T exprimant FAS et dans une situation de permissivité pour la mort cellulaire, ce qui implique que ces cellules aient été activées plusieurs jours. Exprime d'autres molécules qui sont des enzymes qui donnent comme produit de l'adénosine, adénosine qui a une fonction toxique pour les lymphocytes. Et aussi, ces lymphocytes T régulateurs produisent des cytokines qui sont inhibitrices des réponses immunitaires, l'interleukine 10, le TGF-bêta, l'interleukine 35 et des protéines qui sont présentes dans les granules qu'on observe chez les cellules cytotoxiques, qui par ailleurs sont les cellules effectrices impliquées dans l'immunité antivirale. Mais cette même procédure de cytotoxicité dépendant de ces enzymes, les granzymes et la perforine, peut aussi être impliquée dans la mort de cellules impliquées dans une réponse immune. Donc, les cellules régulatrices ont toute une batterie d'actions possibles leur permettant d'agir et de limiter l'auto-immunité. Et par ailleurs, en corollaire logique, en miroir, l'expression de gènes associés à des fonctions effectrices, production des cytokines cette fois-ci pro-inflammatoires, etc., l'IL-17 dont on parlait tout à l'heure, l'IL-4, l'interféron gamma, etc., ne sont pas exprimés ou peu par ces cellules régulatrices. OK. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces cellules? D'abord, donc, encore une fois, la façon expérimentale de démontrer leur effet chez la souris déficiente en FOXP3, Scurfy, ou des modèles obtenus par inactivation du gène FOXP3, c'est que si on transfère ces cellules à des souris déficientes jeunes, avant qu'elles ne meurent, on prévient la pathologie auto-immune. Et on peut montrer que ces cellules proviennent du thymus, donc il s'agit de lymphocytes T régulateurs qui se forment dans le thymus comme les lymphocytes T effecteurs. Okay. Mais ce n'est pas la seule origine des cellules T régulatrices. Des cellules T effectrices sont susceptibles de se transformer en cellules T régulatrices sous l'effet d'une induction secondaire au cours d'une réponse immune de FOXP3. Donc, ce qui rejoint une notion maintenant relativement connue de plasticité des cellules du système immunitaire. Une cellule effectrice peut devenir une cellule régulatrice dans certaines conditions. Donc il y a des cellules régulatrices innées d'une certaine façon et des cellules régulatrices induites, mais dont la fonction ensuite est la même. En tout état de cause, que ce soit sur les lymphocytes régulateurs qui se différencient dans le thymus, ou ceux qui sont induits secondairement au cours d'une réponse immunitaire, ils ont besoin de l'expression de FOXP3, c'est-à-dire que si secondairement, on peut le faire chez la souris expérimentalement dans des systèmes d'inactivation conditionnelle, on bloque l'expression de FOXP3, la fonction des lymphocytes T régulatrices est perdue. Donc l'expression du facteur de transcription FOXP3 de toute une série de gènes qui sont sous la dépendance de ce FOXP3 est indispensable au maintien du phénotype cellule T régulatrice. Donc c'est une notion importante. Donc comment se différencient ces cellules au niveau du thymus, dans quel contexte? Si on prend ici des cellules CD4, puisque les régulatrices sont des cellules CD4, et à nouveau on va se poser la question qu'on a déjà évoquée à propos de la sélection négative. On regarde ce qui se passe pour les cellules, mais en compliquant le schéma indiqué antérieurement, en fonction de l'affinité pour l'antigène, du plus faible au plus haut, donc la force du signal d'activation du TCR qui dépend en première approximation, l'affinité de l'avidité pour les récepteurs. Les cellules ayant à nouveau la plus forte affinité vont mourir par délétion, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, mais pas toutes. Certaines vont être capables de générer des cellules régulatrices, des cellules avec un peu moins d'affinité également ont plus de probabilité de générer des cellules régulatrices, un peu moins de délétion et encore moins d'affinité pour les antigènes du soi. Il n'y aura quasiment pas de cellules régulatrices, pas de délétion, et par contre, génération importante des cellules T effectrices conventionnelles classiques. Donc on a un schéma qui est le même que celui que je vous avais expliqué tout à l'heure, sauf que là, il y a un élément supplémentaire. Tout à l'heure, c'était go, no go, on meurt ou on survit, et on deviendra ensuite une cellule T conventionnelle en périphérie. Là, il y a un échelon intermédiaire, c'est que pour un niveau d'affinité relativement élevé pour l'antigène,
sans être tout à fait peut-être toujours à celui, au niveau correspondant de celui des cellules qui meurent par sélection négative, eh bien, il peut y avoir aussi génération des cellules T, mais qui sont des cellules T régulatrices. On va revoir ça de plus en détail dans un instant. C'est une notion importante. En tous les cas, le concept, et je vais vous le démontrer expérimentalement, par des données rapportées dans la littérature, c'est que l'affinité pour le peptide du SOA plus les molécules d'histocompatibilité des cellules T régulatrices est élevée. Elle est plus élevée en moyenne que l'affinité des lymphocytes effecteurs. Vous verrez cela. Et pour que ces cellules soient générées au niveau du thymus, il faut un signal qui est lié à l'interleukine 2 et un facteur de transcription qui est activé par l'interleukine 2 qui s'appelle STAT5. C'est vrai chez l'homme et la souris, parce que des déficiences génétiques chez l'homme, par exemple en STAT5, ont comme conséquence également un défaut de lymphocyte T régulateur, ce qui démontre que cette voie est essentielle. Donc il faut à la fois, pour générer des lymphocytes T régulateurs au niveau thymique, et dans une certaine mesure en périphérie, la reconnaissance d'un antigène avec une assez haute affinité, donc un TCR qui a cette propriété, et la présence d'interleukine 2 qui active ces cellules, aide à leur différenciation, leur permet de s'expandre, de proliférer. Alors, est-ce qu'on peut essayer de démontrer maintenant, apporter quelques soutiens expérimentaux à ce que je viens de vous dire? Tout d'abord, concernant l'affinité pour l'antigène, vous avez ici une situation donc, de souris transgénique, donc complètement artificielle, qui exprime un type de TCR, donc c'est vraiment spécifique d'un peptide, de l'œuf albumine, donc une protéine de l'œuf, et qui exprime donc un TCR avec une affinité variable. Donc on a en fait un TCR par souris, mais ensuite une série de TCR différents, plusieurs clones reconnaissant le même peptide avec une affinité variable. Et on regarde en fonction de type de clone transgénique exprimé, qui a une plus ou moins grande affinité pour l'antigène, quelle va être la fréquence de lymphocytes T régulateur induit chez ces souris. Et vous voyez qu'on a ici le nom de 6 clones différents, mais P1 a une très faible affinité pour l'antigène et D11 au contraire très forte. Et vous voyez qu'il y a une proportionnalité, elle n'est pas linéaire, mais il y a une croissance de fréquence de cellules T régulatrices induites en fonction de l'affinité pour l'antigène. Donc qui démontre qu'il y a bien un rôle du degré d'affinité pour l'antigène reconnu par le TCR dans l'induction du programme de différenciation des lymphocytes T régulateurs. Et on peut le remontrer de façon un peu plus compliquée en étudiant ce qui se passe avec un élément régulateur de FOXP3 qui s'appelle CNS3. C'est à nouveau un élément enhancer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un enhancer de R. Maintenant, je vous parle d'un enhancer, donc d'un élément régulateur dans le génome qui contrôle la transcription du locus du gène FOXP3. Donc, des souris ont été générées, c'est à nouveau des travaux très récents, dans lesquels cet élément enhancer, qui s'appelle CNS3, est délété. Donc il n'y a plus l'enhancer, donc après le niveau d'expression de FOXP3 va être beaucoup plus faible. Et de fait, si on regarde l'expression de FOXP3 dans des conditions d'induction variées, les colonnes blanches, ce sont les souris qui déficientent en CNS3, et les colonnes noires, les souris qui expriment CNS3. Et vous voyez que les souris blanches, entre guillemets, les colonnes blanches, il y a un niveau d'expression beaucoup plus faible quand cet élément CNS3 manque. Donc, ce qui démontre simplement qu'effectivement, c'est un élément régulateur. Donc, ce qui va suivre est plus intéressant, je passe les détails sur l'épigénétique. Schématiquement, donc cet élément CNS3, il est à quelques distances, pas très loin, mais du gène lui-même. Il agit sur le promoteur, c'est la définition d'un enhancer. Et le promoteur va activer la transcription de FOXP3 et donc la différenciation, schématiquement, du programme des lymphocytes T régulateurs. Alors pour vous démontrer que ceci est important, c'est qu'on va étudier ce qui se passe chez les souris déficientes en CNS3. On va étudier tout d'abord au niveau de CNS3 l'affinité du TCR des cellules régulatrices qui arrivent à se différencier. Vous avez ici cette expérience et le point suivant, c'est de regarder l'amplification de cellules exprimant FOXP3, cellules chez la souris naturellement, en fonction de la force d'activation du TCR artificiellement à travers un anticorps qui reconnaît le TCR. Et on compare ce qui se passe chez des souris qui expriment FOXP3 normalement. En plus, dans le locus, il y a la GFP, ce qui permet de visualiser en vert les cellules. Ça, c'est la courbe noire. Et en blanc, ce qui se passe chez des souris dont l'élément enhancer CNS3 de FOXP3 est délété. Et vous voyez que pour obtenir le même niveau d'expression de FOXP3, mettons 60%, il suffit de environ, on est là, à peu près une quantité de 10-3 microgrammes par ml d'anticorps activateurs, ça veut faire 1 nanogramme. Et que par contre, pour les souris qui sont déficientes en CNS3, excusez-moi, voilà, eh bien, il faut prolonger le trait jusqu'ici, donc il faut d'un ordre de grandeur de 10-1, donc il faut une activation 100 fois plus forte
schématiquement pour avoir le même résultat. Donc qui démontre l'importance de ce facteur. Je vais vous passer ça pour ne pas être trop long, mais les conséquences du défaut d'expression de CNS3, donc une difficulté de génération de lymphocytes régulateurs, c'est que paradoxalement, il va y avoir l'accumulation de lymphocytes actifs. Ils sont là, dans le poumon par exemple. En blanc, à nouveau, ce sont les situations où il manque cet élément enhancer chez les souris de FOXP3, par rapport en noir aux souris contrôle. Chaque point est une souris. Au niveau du poumon, pour les CD4 et les CD8, il y a une amplification, une activation de lymphocytes qui produisent l'interféron gamma. Vous voyez ici, les points blancs sont plus hauts que les points noirs, qui produisent le l'IL13 pour une autre catégorie de lymphocytes en excès. Et ces souris qui ont un défaut de CNS3, donc qui ont du mal à générer des cellules T régulatrices, accumulent donc ces lymphocytes, producteurs de cytokines ou impliqués dans les réponses immunes, au niveau des poumons, pas dans les organes lymphoïdes, et ceci s'associe à une auto-immunité avec la présence d'auto-anticorps, donc ce qui indique indirectement il y a un contrôle des lymphocytes B, et aussi dans des modèles expérimentaux de maladies auto-immunes, comme l'encéphalomyélite expérimentale, induite par les produits de la myéline, on observe une aggravation de la pathologie. Et on peut montrer que le répertoire des lymphocytes régulateurs obtenus néanmoins, il y en a quand même, chez ces souris dont il manque l'élément enhancer, leur fait perdre une catégorie en termes d'affinité de reconnaissance d'antigènes. Et donc il y a une espèce de trou du répertoire des lymphocytes régulateurs. Ceci a été fait en simplifiant le système, c'est-à-dire en bloquant l'expression de la chaîne bêta, qui est toujours la même du récepteur T, et en laissant varier seulement la chaîne alpha, donc on diminue les paramètres de variabilité. Et on peut montrer que chez des souris déficientes dans cet élément CNS3, donc défaut d'activation partielle de FOXP3, donc défaut de génération partielle de lymphocytes régulateurs, le répertoire est plus restreint et surtout, il manque ce qui est là, c'est-à-dire si on regarde la présence de lymphocytes régulateurs en fonction de l'affinité pour l'antigène du soi, donc du plus bas au plus haut, pour une certaine catégorie, peu importe les unités, dans les souris déficientes dans l'enhancer, il manque. On dirait que c'est les moins graves parce que ce sont les lymphocytes qui ont l'affinité la plus faible pour l'antigène du soi. Mais quand même, ceux-là aussi ont un rôle physiologique de contrôle. On l'a vu sur l'expérience antérieure, celle-ci, où il y a une accumulation de lymphocytes et une auto-immunité T et B chez ces souris. Donc ceci permet de dire que ces cellules-là, elles sont impliquées dans les maladies auto-immunes. On va le remontrer là, dans des séquences de transfert à des souris qui sont dépourvues de lymphocytes T, donc c'est un modèle très artificiel, où on va injecter d'une part des lymphocytes effecteurs, on leur a enlevé FOXP3, donc on est sûr qu'ils ne sont pas régulateurs, et on va leur ajouter des cellules T régulatrices, et on va voir si on contrôle l'immunopathologie liée à l'injection d'un vrac de lymphocytes T qui contient, entre autres, des lymphocytes autoréactifs. Et le paramètre qui est étudié ici, c'est simplement la perte de poids chez la souris, donc qui est un bon marqueur de maladie. Et vous avez trois situations. L'injection des lymphocytes T effecteurs sans lymphocytes régulateurs entraîne une perte de poids très sensible. Vous voyez qu'en 20 jours, les souris ont perdu 20% de leur poids. C'est assez dramatique. Même éthiquement, c'est à peu près le moment où il faut arrêter les expériences, vu le mauvais état des souris. Si on injecte, en plus de la même quantité évidemment de lymphocytes T effecteurs, des cellules régulatrices physiologiques, normales, même si elles ont de la GFP en plus, mais peu importe, vous voyez que la perte de poids est limitée. Elle n'est pas nulle, mais elle est nettement limitée. Et si on injecte des lymphocytes T régulateurs dépourvus de l'élément CNS3, donc l'enhancer de FOXP3, on a une situation intermédiaire, ce n'est pas extraordinairement différent, mais c'est différent, et qui montre que donc ces lymphocytes T, où il leur manque un morceau du répertoire de contrôle de répertoire de reconnaissance d'auto-antigènes, donc ensuite leur permettant de réagir en cas de reconnaissance de ces peptides, eh bien, la protection contre l'auto-immunité est diminuée. Donc c'est une façon de montrer que l'ensemble du spectre de ces cellules est impliqué dans ce phénomène. Et je vais vous passer ça parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Mais on peut considérer d'une certaine façon donc, que parmi l'ensemble des lymphocytes régulateurs, donc, qui ont une affinité variable pour l'antigène, en moyenne plus élevée que les cellules effectrices, je vous l'ai déjà dit, il y a celles qui ne sont pas générées en l'absence de l'élément enhancer, comptent aussi, même si ce ne sont pas celles qui ont la plus forte affinité, elles sont aussi impliquées dans le contrôle de l'auto-immunité. Production au cours du temps, oui, j'essaie de serrer ce dont je vais vous parler pour laisser un peu de temps à notre conférencier qui est arrivé, il reste 10 minutes, un quart d'heure. Oui, on va parler de ça.
qui est de montrer que la différenciation et la production des lymphocytes T régulateurs ne se fait pas de la même façon que les cellules T effectrices. Vous avez ici un modèle qui va vous le démontrer, où on utilise, à nouveau, ce sont des modèles très artificiels, donc il faut faire très attention dans l'analyse et l'interprétation des données, mais ce sont des souris transgéniques qui expriment la protéine verte, GFP green fluorescente protéine, qui permet de les visualiser, sous le contrôle de promoteurs de RAC2. RAC2, rappelez-vous, c'est une molécule essentielle pour la différenciation des lymphocytes T qui permet le réarrangement des récepteurs T pour l'antigène, donc qui est exprimé dans le thymus et uniquement dans le thymus, et encore à un moment donné de la vie des lymphocytes T dans le thymus. Donc les cellules T vont être transitoirement vertes lorsque le promoteur de RAC2 est actif, et ensuite elles perdent la couleur verte. Et donc on va regarder dans ces circonstances la durée de vie de cellules vertes une fois qu'elles ont quitté le thymus, en regardant les cellules effectrices et les cellules régulatrices. Et si on regarde ici dans la rate, par exemple, au cours du temps, en semaine, vous voyez que il y a les cellules vertes régulatrices, il y en a très peu, beaucoup moins que des cellules conventionnelles. Et ici, c'est la même chose mesurée au niveau du thymus, où la différence est encore plus forte, qui montre que la production des lymphocytes régulateurs est renouvelée plus rapidement que celle des cellules effectrices. Ça, on va passer parce que sinon on ne s'en sortira pas. Juste montrer ce petit schéma, et vous avez été obligé de me croire sans que je vous ai apporté le soutien expérimental, mais ça, ce n'est pas inintéressant, et on y reviendra dans l'exposé de la semaine prochaine, parce qu'il sera complété encore par d'autres notions. Si on considère, ce rectangle est censé vous schématiser la masse potentielle des lymphocytes T qui sont présents dans le thymus, susceptibles donc de se différencier en lymphocytes T en périphérie actifs. Et ils ont une affinité pour les antigènes du soi qui va de nul à très élevé. Donc au cours de la différenciation intrathymique, on a vu que les clones de lymphocytes T qui avaient l'expression avec la plus haute affinité pour des antigènes du soi étaient délétés, donc c'est la zone hachurée rouge ici. Mais on a vu aussi, et ça vous l'avez vu qu'en partie, parce que c'était sur des expériences plus convaincantes que je viens de passer, qu'une partie des lymphocytes T régulateurs en fait échappaient à la délétion, même s'ils ont un niveau une affinité pour le récepteur pour l'antigène aussi élevé, que les lymphocytes qui vont être délétés. Donc on a ici deux solutions possibles, entre guillemets, au devenir de lymphocytes T à haute affinité pour les antigènes du soi, au niveau du thymus. Soit ils meurent, soit leur programme d'activation en lymphocytes T régulateurs est produit. Et il faut les deux. On a vu tout à l'heure que si un système est défaillant, il y a une autoimmunité chez la souris ou chez l'homme, et idem pour les cellules T régulatrices. Et les cellules donc une affinité plus faible, donc ne sont pas soumises à sélection négative, n'induisent pas une génération de cellules T régulatrices et sont susceptibles de se transformer en cellules T effectrices en périphérie, même si on a vu aussi que secondairement, certaines pouvaient à nouveau donner des cellules périphériques. Donc retenez ce schéma, parce qu'on reviendra sur ce schéma, en le compliquant la semaine prochaine, au niveau de cellules T effectrices et d'autres fonctions régulatrices qui existent aussi et qui sont très importantes. Maintenant, il faut jouer avec le temps. Vous voyez qu'il reste tout ça pour 5 minutes, donc ça ne va pas le faire. Mais je reprendrai, ne vous inquiétez pas, on continuera la semaine prochaine. Peut-être je vais évoquer encore le point de la spécialisation. 5 minutes, ça va. Et je m'arrêterai là et on finira le travail, la discussion sur la tolérance périphérique au début du cours de la semaine prochaine, avant de parler d'autres phénomènes d'une autre tolérance périphérique qui n'est pas liée aux lymphocytes T régulateurs. Alors juste un mot sur la spécialisation des lymphocytes T régulateurs. En fait, de la même façon qu'il existe plusieurs populations de cellules T effectrices, schématiquement, on a déjà parlé, je pense que vous le savez, les cellules dites TH1 qui produisent surtout l'interféron gamma, qui activent les macrophages, schématiquement, les cellules TH2 qui produisent l'IL4, l'IL13, l'IL5 qui sont importants notamment pour l'immunité contre les parasites, les helminths, les cellules TH17 qui produisent les interleukines 17, l'interleukine 22 et d'autres qui sont importants pour l'immunité anti-infectieuse au niveau des muqueuses. Eh bien, les cellules régulatrices reproduisent ce schéma, schématiquement, c'est-à-dire qu'à partir d'une population initiale de cellules régulatrices centrales, c'est-à-dire qu'elles sortent du thymus, elles s'activent, comme toutes les populations lymphocytes T, et elles peuvent se polariser en fonction du contexte du lieu du tissu dans lequel elles sont localisées, du contexte inflammatoire dans lequel elles sont stimulées. Par exemple, au niveau de la peau et des poumons, dans un contexte d'infection ou d'inflammation, eh bien, les lymphocytes régulatrices vont exprimer, vous voyez, particulièrement, à côté du fait qu'elles expriment le FOXP3 et les molécules
donc d'immunorégulation. Elles ont néanmoins des caractéristiques de cellules Th1, comme la production d'interféron gamma. Au niveau de l'intestin, ici, elles vont exprimer un autre facteur de transcription qui s'appelle STAT3, qui a quelque chose à voir avec les cellules Th17, et elles ont quelques-unes des caractéristiques de population de cellules Th17, et ainsi de suite. Dans les centres germinaux, les cellules ressemblent un tout petit peu aux cellules T qui aident les cellules B à produire des anticorps. Au niveau des graisses, par exemple, il y a aussi des cellules régulatrices qui expriment un autre facteur de transcription PPR gamma qui est impliqué dans le métabolisme des graisses. Donc ces cellules se différencient, acquièrent des fonctions supplémentaires qui sont liées à leur environnement et qui modulent localement les réponses immunitaires. Donc c'est une notion qui n'est pas sans intérêt, qui est à nouveau résumée ici. Les cellules T dans l'environnement des centres germinatifs, là où sont produits les anticorps, qui acquièrent un facteur de transcription qui est partagé avec les cellules T folliculaires helper. Donc ces cellules ont une certaine plasticité, celles qui sont impliquées dans la suppression des réponses Th2, Th17, etc. Il y a plusieurs types de populations régulatrices, et très probablement ceci est très schématique. De la même façon que c'est schématique pour les cellules T effectrices, c'est schématique pour les cellules T régulatrices. Bon, afin de ne pas être trop long, je vais m'arrêter là, et on terminera, on discutera dans une semaine de la différenciation en périphérie, et pas uniquement au niveau du thymus, des lymphocytes régulateurs. On discutera de l'homéostasie, comment leur niveau est contrôlé. On discutera de leur localisation précise, où dans l'organisme, dans quels organes lymphoïdes ou dans les organes lymphoïdes sont présents les lymphocytes régulatrices, et on conclura à ce stade partiellement sur ce qu'est la tolérance périphérique, et on continuera sur d'autres mécanismes de tolérance périphérique. Nous montrerons la relative complexité et subtilité des mécanismes de contrôle de la réactivité contre le soi. Voilà. Je vais aller à ma dernière diapo, parce qu'elle permet d'introduire M. Meffre, qui est arrivé entre-temps. Mais voilà. Donc on a discuté, pas de façon complète, mais de façon relativement détaillée, des mécanismes de tolérance centrale et périphérique concernant les lymphocytes T. Donc le séminaire qui va avoir lieu maintenant, qui va être donné par Eric Meffre, qui travaille aujourd'hui, qui est professeur à l'université de Yale aux États-Unis, mais qui s'est formé en France à Marseille, au centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Il va vous parler de la tolérance centrale et périphérique, mais des lymphocytes B, dans la mesure où il a fait toute une série de travaux de recherche qui ont permis de caractériser ces points de contrôle et les mécanismes de contrôle et leur importance en physiologie. Voilà.